Bonjour, pour ceux et celles qui nous rejoignent, bienvenue sur ce plateau Big Media en live de We Are French Touch, organisé par BPI France à la Maison de la Mutualité. Je suis Yael Hirsch, fondatrice du magazine culturel en ligne Cult News, et je suis très heureuse d'accueillir Pierre Lungheretti. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes diplômé de la Sorbonne et de l'INET, vous avez été directeur de la culture à Ajaccio avant de tenir ce poste à Rennes. Françoise Nyssen vous a chargé de mener une étude sur la BD en 2018 et vous avez été directeur général de la Cité de la BD à Angoulême avant de rejoindre Rachid Ouramdan comme directeur délégué du Théâtre National de la Danse à Chaillot. Donc, j'avais une première question pour vous. Quel rôle jouent vos origines corses dans votre trajectoire dans le secteur de la culture et dans vos engagements ? Je pense que c'est important dans mon parcours parce que la Corse est une région périphérique et que ça m'a donné le sentiment de l'attention à ce qui est un peu différent au sein de l'espace national, à ce qui fait identité spécifique, bien que je suis très prudent avec la notion d'identité. Et je suis très sensible aux questions de diversité. Donc je pense que ces origines corses, où effectivement je ressens toute la singularité de la Corse dans un ensemble national et puis plus globalement européen, ça m'a rendu particulièrement sensible à ces questions. Est-ce que vous voulez me parler du coup de votre commissariat avec grand plaisir. Pour Bastia Corsica, capitale européenne de la culture, donc on passe à la dimension européenne. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à assurer cette mission auprès du maire de Bastia et de son équipe. Parce que ça m'a permis... Alors, évidemment, j'ai travaillé en Corse, pas à Bastia, mais à Ajaccio, donc je connais le territoire corse, je connais ses artistes, je connais son tissu associatif, et je connais ses us et coutumes également. Et ça a été pour moi une expérience vraiment très importante que de revenir travailler en Corse quasiment 20 ans après l'avoir quitté professionnellement. Et d'essayer de mobiliser les acteurs culturels et l'ensemble de la société civile corse autour de cette candidature, et puis d'en extraire peut-être ce qui en faisait la singularité parmi les 8 autres villes candidates. Et oui, je crois que ça a été un moment très intéressant, très important pour moi. Bon, après, il y a eu un choix du jury qui ne nous a pas conduits vers les voies de l'élection, mais c'est la règle du genre. Mais en tout cas, le travail en tant que tel a été extrêmement riche. À Ajaccio comme à Angoulême ou à Rennes, vous avez toujours eu des échanges internationaux très forts pour les institutions pour lesquelles vous avez travaillé. Voilà. Donc, comment est-ce que la culture est par essence un peu internationale ? Il y a une phrase de l'artiste Constantin Brancusi que j'adore. Il dit « En art, il n'y a pas d'étrangers ». Et en effet, les mouvements artistiques, les artistes sont avant tout intéressés par des démarches artistiques, d'où qu'elles viennent. Et parce que les artistes et d'ailleurs le public, hein, je pense que quand on est lecteur ou quand on écoute de la musique et qu'on s'ouvre, on peut être touché par toutes des musiques issues de tous les pays ou des littératures issues de tous les pays. Et je pense que c'est ce qui fait... la richesse de l'art et de la culture, c'est que ça nous ouvre à une diversité de propositions, une diversité d'esthétique, mais à une diversité de culture, et ça nous permet de nous enrichir à partir de cette diversité. Donc en effet, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'action internationale pour ces raisons-là, parce que ça met les artistes en lien entre eux, ça fait naître des projets inattendus, ça crée des échanges forts aussi et ça permet aussi aux sociétés civiles de dialoguer, aux territoires de dialoguer. Effectivement, quand j'étais à Ajaccio, j'ai conduit beaucoup d'opérations de coopération, et à Angoulême énormément, hein, parce que j'ai signé près d'une quinzaine d'accords de coopération internationaux. Et c'est très important pour que on puisse faire connaître de manière réciproque les cultures, en l'occurrence la culture française, la bande dessinée française, avec d'autres traditions. Et c'est ce qu'on fait aussi à Chaillot, puisqu'on a notamment 2 coopérations importantes avec le Rwanda et avec la République démocratique du Congo. Et puis on en aura d'autres, puisqu'on en prépare une avec l'Afrique du Nord. Donc on travaille vraiment de manière très concrète.
Et par exemple, là, on vient de terminer à Chaillot ce qu'on appelle un Chaillot Expérience, un temps fort autour de l'Algérie, et qu'on va en amorcer un autour de la relation transatlantique, qui s'appelle Chaillot Expérience Transatlantique, donc le lien Amérique du Nord-France, en décembre prochain. Donc la dynamique est également très très forte à Chaillot. À Chaillot également, avec Rachid Ouramdan, vous avez tout un pan d'hospitalité qui s'ouvre dans le palais de Chaillot. D'ailleurs, on est très heureux chez Cult News parce qu'on fait notre fête de lancement. On est reçus chez vous, accueillis chez vous pour faire notre fête de lancement le 5 décembre, où tout le monde est bienvenu, je le dis. Vous trouverez la page sur le site de Chaillot. Par ailleurs, cette semaine, il y a une grande conférence sur ce qui est populaire, ce que c'est qu'une culture populaire à Chaillot aussi. Il y a vraiment ce souci d'ouverture. C'est quoi cette ouverture au public, cette possibilité d'être vraiment populaire? Comment vous le définiriez, y compris dans des exemples et dans l'action? Je pense qu'avec Rachid Ouramdan, on partage cette valeur-là. C'est-à-dire pour nous, on a une vraie responsabilité sur cet enjeu du partage de l'art et de la culture, compte tenu des bénéfices qui sont ceux que l'art et la culture permettent et qu'on a, nous, éprouvé, Rachid et moi, en tant que personne. Lui en tant qu'artiste et moi en tant que très engagé, en tant que professionnel de la culture. Donc on est très conscient de cette responsabilité et de ce que l'art et la culture permettent en termes de développement social, en termes de civisme, en termes de développement d'une conscience du monde et d'une meilleure compréhension de soi-même et des autres. Et qu'on souhaite porter de manière très volontariste et de manière très ambitieuse cet engagement de manière concrète. Et c'est pour ça que vous parliez d'hospitalité. On souhaite que Chaillot soit un endroit ouvert à toutes et tous, que ça puisse être ouvert aux nouvelles générations, que ça puisse être ouvert à des publics très éloignés de la culture, donc de manière extrêmement opérationnel, extrêmement matériel. On est en train de transformer les espaces avec le collectif Yes We Camp, qui est un collectif d'urbanisme spécialisé dans l'évolution des espaces et des friches. On est en train de rendre ces espaces plus accueillants, plus chaleureux, peut-être moins intimidants, parce que l'architecture de Chaillot, cette architecture monumentale, art déco, on le sait, hein, on a des analyses sur le sujet, peut parfois intimider, peut parfois être inhibante, et on veut essayer de faire évoluer cette perception de nos espaces et créer de la chaleur humaine, faire en sorte que les espaces soient vivants, qu'ils soient accueillants, aussi essayer de s'adresser aux populations qu'on veut toucher de la manière la plus sensible possible, essayer de se sortir aussi nous de notre propre jargon, parce qu'on est parfois inconscient de la façon dont on est formaté, parce qu'on vit tous dans des microcosmes, mais que ces microcosmes ont leur propre code et qu'ils créent parfois des murs invisibles. Donc c'est aussi ce travail qu'on fait ensemble avec nos équipes pour trouver les bons mots, pour trouver et puis aussi connaître les populations auxquelles on veut s'adresser. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec en nouant des alliances avec des associations, des fédérations d'éducation populaire, avec des collectivités territoriales, avec des centres sociaux, avec toute une série d'acteurs qui ont ce savoir-faire, qui ont cette connaissance de population qu'on veut particulièrement toucher. Et puis là, on vient de lancer un conseil des jeunes, puisqu'on est très conscient des difficultés du renouvellement générationnel de nos publics, lié à plusieurs facteurs, notamment le numérique, le fait qu'il y a une très forte concurrence dans les pratiques culturelles des réseaux sociaux, des plateformes, et que les jeunes sont très attirés par ces plateformes. La dernière étude du ministère de la Culture sur la pratique culturelle des Français a été pour nous un peu une douche froide, même si on savait qu'il y avait ce vrai décrochage des moins de 35 ans vis-à-vis des lieux de culture, des lieux traditionnels, des théâtres publics, des lieux comme Chaillot. On souhaite créer des conditions vraiment les plus pertinentes possibles pour que les jeunes se sentent chez eux à Chaillot et qu'ils puissent participer. Et ce Conseil des jeunes va être vraiment un élément moteur pour développer une action dans Chaillot et s'adresser aussi à leurs camarades de leur génération. Est-ce que, aussi bien à Angoulême qu'à Chaillot ou auparavant, il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, ils sont là, ce qu'on a mis en place fait que c'est pas nos publics habituels, ou c'est un public beaucoup plus large, on est vraiment dans un événement populaire. Est-ce qu'il y a... Ah bah oui, oui.
Oui, ben, là on sort du Chaillot Expérience Algérie. On avait un public pour un bon tiers, parce qu'on a eu les statistiques très très vite. Pour un bon plus d'un tiers n'était jamais venu à Chaillot. Et à la Cité de la bande dessinée, c'est pareil. Ce jumelage avec le centre social du quartier Bel Air Grand Fond nous a permis de faire venir au musée de la Cité de la bande dessinée à plusieurs opérations, à des rencontres d'auteurs, des gens qui n'étaient jamais venus, des groupes de gens qui n'étaient jamais venus. Donc je pense que quand on s'en donne la peine, quand on essaye de trouver les bonnes modalités, qu'on se rapproche des gens avec lesquels, qu'on a envie d'attirer, avec lesquels qu'on veut faire venir, on y arrive. Ça marche. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place des choses qui changent beaucoup de choses. Il y a Chaillot, mais le modèle va certainement faire des petits. Quel impact vous voudrez que cette action ait à horizon de 10 ans? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, dans un monde idéal? Je reviens à la journée de rencontre-débat qu'on organise demain, qui s'appelle Populaire avec un point d'exclamation. Parce qu'on a voulu, avec Rachid Ouramdan, lancer un débat sur précisément cet idéal d'un art populaire, qui était celui des personnes qui nous ont précédés à Chaillot, Jean Vilar, Firmin Gémier et toutes ces grandes figures du monde du théâtre, et réfléchir ensemble sur les bonnes méthodes, sur les façons d'aboutir. Et évidemment, la société qui était celle des années 50, quand Jean Vilar dirigeait, les années 50-60, quand Jean Vilar dirigeait le Théâtre National Populaire à Chaillot ou le Festival d'Avignon, sont plus du tout les mêmes. Donc je pense que nous devons être extrêmement attentifs aux évolutions de la société qui, depuis un certain nombre d'années, évolue à la vitesse de l'éclair. Il y a 30 ans, on ne soupçonnait pas ce que le numérique pourrait changer dans nos vies, et il change énormément de choses. Donc, si je dois répondre à votre question, je pense qu'il faut que, avec ce qu'on essaye de faire à Chaillot, ce que j'ai essayé de faire aussi à la Cité de la bande dessinée, peut-être essayer de proposer, enfin, je ne veux pas être trop prétentieux et trop présomptueux, mais en tout cas, essayer de susciter une forme d'attention de nos collègues professionnels, des confrères professionnels, pour qu'on puisse être dans un échange avec eux pour précisément relever cette ambition ensemble, être très attentif aux évolutions de la société, et puis dans 10 ans, faire la démonstration qu'une grande institution nationale comme Chaillot est un peu le contraire d'une forteresse culturelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très hostile aux forteresses culturelles, c'est-à-dire à des lieux qui sont soit intimidants, soit trop codifiés pour que beaucoup de nos concitoyens s'y sentent à l'aise, et puis proposent des outils, proposent des modalités d'action, et proposent aussi une forme d'accueil et d'hospitalité qui soit en adéquation avec cet objectif de pouvoir accueillir la diversité de la population, sa diversité d'origine, sa diversité générationnelle, sa diversité de conditions. C'est vraiment, je crois, un des sujets centraux des affaires culturelles. On voit malheureusement que beaucoup de nos concitoyens n'accèdent pas à cette offre culturelle. On connaît les études, on sait qu'il y a encore une majorité de Français qui ne vont pas au spectacle, qui ne vont pas dans les musées. Et je pense que c'est vraiment de notre responsabilité que de s'interroger sur les mécanismes et les origines de cette difficulté d'attractivité de nos établissements, et d'essayer d'y répondre et de les résoudre. Question aussi, une fois que quelqu'un qui n'est jamais venu a poussé la porte de Chaillot une fois, est-ce qu'il ou elle revient? Ce qui est une question. Et j'avais envie de vous parler de votre passe jeune, où finalement, venir à deux copains, voir un spectacle de danse, ça revient moins cher. Le pass, il faut 10 € à soi-même, et après, je crois que c'est 8 €, puis l'autre est invité pour l'ensemble des places. Donc, en fait, ça revient moins cher que d'aller au cinéma. Est-ce qu'une fois qu'ils poussent la porte une fois, ils vont se dire, tiens, mais plutôt que d'aller au cinéma, allons voir un autre spectacle de danse? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, on a des équipes qui sont
qui crée une vraie relation avec nos adhérents, que ce soit le pass jeune, que ce soit le pass groupe, que ce soit le pass individuel. C'est très important d'avoir cette qualité de relation et les équipes font un travail formidable dans cette relation individualisée. Et en fait, on a aussi des parcours de spectateurs pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on les accompagne, qu'on fait un travail de médiation, qu'on leur propose des rencontres avec les artistes. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent vivre une émotion et que cette émotion les incite à revenir. Parce que c'est vrai que même dans notre propre expérience, quand on vit une émotion artistique, une fois, on a envie de la revivre, parce qu'on voit qu'elle nous enrichit, on voit qu'elle nous change, on voit tous les bénéfices qu'elle nous procure. Donc c'est cet objectif-là que nous visons avec les jeunes, notamment les jeunes, mais pas uniquement les jeunes, les publics éloignés. C'est vraiment de leur faire vivre une émotion artistique, une expérience esthétique qui leur donne envie de revenir, éveiller un désir qui s'ancre chez eux. Et ça demande beaucoup, ça demande de combiner tous ces éléments, l'hospitalité, la façon de s'adresser à eux, leur faire rencontrer les artistes, les préparer pour qu'ils puissent s'approprier le spectacle, recevoir le spectacle, le geste artistique, qu'ils puissent le comprendre. C'est tous ces éléments-là que nous travaillons. Ce qui est aussi un pari sur l'avenir, parce que si ces jeunes après prennent des billets, c'est ça qui va permettre à la culture de continuer, n'est-ce pas ? C'est ça qui va permettre à la culture de continuer, et c'est ça aussi qui soutient les artistes. Parce que moi, je suis très frappé qu'on envisage souvent la question de la création et de l'économie de la création uniquement par la question de l'offre et des modèles économiques de l'offre. Je pense que la meilleure façon de soutenir les artistes, c'est d'élargir les publics. Et c'est pour ça que je suis très hostile au discours qui sépare création et action culturelle, création et démocratisation, création et travail sur les publics. Je pense que les deux sont tout à fait liés et qu'il n'y a pas de création sans public et que les artistes ont besoin de public et que parfois d'ailleurs on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont désireux de s'investir dans ce travail de sensibilisation, de médiation, d'éducation artistique et que ça les nourrit aussi et que ça nourrit leur propre travail de création. Donc là je pense qu'il y a peut-être encore, mais je trouve de moins en moins d'idées reçues sur cette dichotomie entre création et action culturelle ou éducation aux arts. Je pense qu'en fait ce sont les deux faces d'une même pièce et que plus on aura de public, plus on pourra mieux soutenir la création et mieux soutenir nos artistes. Et une petite dernière question qui est notre Madeleine de Proust, notre dessert un peu après, à la fin de la biconversation. À propos de vos goûts artistiques, et en fait la question que j'ai pour vous, c'est quel acteur ou actrice, quand il ou elle entre en scène, vous émeut ? Vous fait pleurer ou extrêmement rire, vous crée une énorme émotion. Alors, rire, il y en a beaucoup. Je pense à Valérie Lemercier, par exemple. Je pense à Alice Sapritch, mais qui a disparu, mais qui a été une actrice importante des années 50 et 60. Et puis, sur le plan de l'émotion, je suis très sensible à Cate Blanchett, que je trouve être une très grande actrice. Et puis, je reste un grand admirateur des grands acteurs shakespeariens britanniques. Je pense à Laurence Olivier, à toute cette lignée que je trouve d'une très grande puissance émotionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. French Touch. Oui, on est là le 5 décembre.